Bienvenue à vous tous, je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle Feu Sacré. On ouvre ensemble la déjà 4e édition de HR Technologies ici à la Porte de Versailles à Paris. C'est l'événement phare des ressources humaines qui fait bouger les lignes comme on dit. Et quand la fonction RH rallume le feu, c'est la thématique cette année. Et quoi de mieux que cette salle de conférence Feu Sacré pour parler de cette flamme, de cette étincelle, de l'énergie qui vous anime quotidiennement et cette flamme que vous entretenez avec toutes vos équipes. On attend près de 18 000 personnes. Il y a 18 000 personnes inscrites, me disait Thomas Chardin, qui va nous rejoindre dans quelques secondes, et Vianney Thomas qui co-organise cet événement. Parlons RH, Closer Seal Media. Et vous nous avez rejoints. Merci d'être avec nous, toujours plus nombreux pour vivre ces moments uniques. Des moments uniques avec des conférences, avec des keynotes, avec des TEDx, avec beaucoup de tables rondes, avec des Learning Expeditions aussi. Bref, beaucoup de choses. Je voudrais saluer nos partenaires qui nous suivent et qui permettent à cet événement d'exister. Nos partenaires Platinum, Lucas, P et RH Solutions, Septéo RH, Yep. Merci également à notre sponsor exécutif club First Group, à notre sponsor Learning Expedition I2O at Work, et puis nos partenaires Gold, je vais les citer parce qu'ils sont là, fidèles, Cegid, Edenred, Factorial, Korn Ferry, NeoBrain, NeoCase, Pebble, Performancy, SD Works, SkillUp, Talentia, Talent, Top Employer Institute et UKG comme vous voulez. Voilà, n'oubliez pas que de nombreux intervenants qui vont se succéder ici sur cette scène vous proposeront de dédicacer leurs ouvrages. Ce sera au stand P83. Je vous en parlerai un peu plus longuement tout au long de cette journée. Je vais appeler le dirigeant fondateur de Parlons RH, co-organisateur de cet événement. C'est le directeur de la publication du cahier des tendances de la fonction RH. Merci de faire une ovation à Thomas Chardin, s'il vous plaît. Thomas, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Ravi de te retrouver avec, je le disais, de quoi allumer le feu pendant 2 journées, un programme de grande qualité. Hein. J'espère, en tout cas on l'a conçu pendant presque 1 an pour vous. Un programme qui est, je l'espère, varié dans ses thématiques. Vous avez dans le petit guide les 4 thématiques que nous allons adresser et qui vont, autour duquel s'articule le programme de conférence. Alors, ces 4 thématiques, pour ne pas faire d'erreur, je vais vous les citer. Des thématiques riches, des thématiques qui permettent d'angler ces sujets-là. Donc bien sûr, il y a l'IA et les transformations RH pour préserver la chaleur humaine, et c'est important à l'heure de l'IA. Deuxième thématique, l'expérience collaborateur et le talent management pour entretenir le feu sacré qui est le thème, le titre de cette salle de conférence chez les collaborateurs et bien sûr chez les managers. Troisième thématique du programme de conférence recrutement et marque employeur pour susciter l'étincelle chez les talents de demain mais aussi ceux d'aujourd'hui. L'étincelle est le nom de l'autre salle de conférence. Et enfin, dernière thématique, RH, travail et société, un nouveau souffle pour une entreprise plurielle, engagée et durable. Donc plus de 300 conférences, plus de 500 conférenciers, variés aussi dans la nature des thématiques. Donc, on ne va pas que parler de technologie, hein, on va parler de l'ensemble des enjeux de la fonction RH, mais variés dans les formats, tu l'as évoqué. Il y a des keynotes, il y a des tables rondes, il y a des retours d'expérience, il y a des ateliers, il y a des power sessions dans les différents théâtres. Donc, voilà, on a beaucoup travaillé, on espère que ça vous plaira à ce programme de conférence pour évidemment raviver... rallumer le feu de la fonction RH, mais pas que. Voilà, on peut applaudir Thomas Chardin. Je voudrais que vous applaudissiez aussi Vianney Thomas. Viens Vianney, qu'on te voit au moins. Je sais que tu veux être discret, mais Vianney donc, est le co-organisateur avec Thomas de cet événement unique. Voilà, je vous demande de l'applaudir. Vianney Thomas et toutes ses équipes, les équipes de Closer Seal Media. Juste un dernier mot. Ouais. Merci à toi, Frédéric, et merci à monsieur Jean-Claude Legrand, directeur général des relations humaines du groupe L'Oréal, d'être l'invité d'honneur de ce programme de conférence et de bien vouloir inaugurer ce programme de conférence. Merci, monsieur Legrand, et bonne 4e édition à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci, Thomas. Merci, Vianney.
Et vous pourrez retrouver Mathilde dans l'autre salle de conférence. C'est un plaisir pour moi de l'accueillir. La thématique « Rallumons la flamme de la fonction RH pour recréer l'enthousiasme ». Quand je lui en ai parlé, il m'a dit « ça me va très bien ». Et quand on parle de feu sacré, d'énergie intacte, de passion toujours chaude et ardente, son nom nous brûle évidemment les lèvres. Et il arrive. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Jean-Claude Legrand. Bonjour. Mais pourquoi tu veux t'asseoir? Je pense que si on veut voir les gens, c'est mieux d'être debout. Oui. Vous trouvez que c'est... Vous avez comme ça, non? On est bien là? Je sais pas. Comme vous voulez. Alors, je m'adapte. Je savais pas ce que je venais faire ce matin, donc tu vois, je m'adapte. Alors, le petit chapeau de présentation, parce qu'il le mérite. Chapeau de présentation. Ouais, son nom nous brûle évidemment les lèvres. Il faut dire que, plus qu'une référence dans nos métiers, il incarne avant tout la fougue et l'ardeur. Va vite, va vite, va vite. Sans artifice ni phare. Et pourtant, Dieu sait que dans la maison, il connaît, il y a une sacrée palette de produits. Il prend soin de la matière humaine et de cette profession passion qui l'anime et qui vous anime. Et en hommage à un certain Johnny... Ami poète. Attends, t'as vu un peu. Ah non, mais attends, on fait un recueil. Ah ouais. Il suffit d'une étincelle pour allumer le feu. RH, cette flamme qui a un nom aujourd'hui, c'est Jean-Claude Legrand. Merci de l'accueillir et de l'applaudir, s'il vous plaît. Quel démarrage! Quel démarrage! Non mais bon. Cher Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. C'est amusant parce que je savais pas en fait. Je vais expliquer à Thomas. Moi, je sais jamais ce que je vais faire dans une heure. Et je considère que je sais mes dossiers et des choses que j'essaie de créer depuis maintenant des années. Et donc, je peux m'adapter à toutes les questions. Je veux pas les préparer trop. Et donc, du coup, ce matin, je sais pas si vous avez vu, mais la une du Parisien, c'est sur le recrutement et l'intelligence artificielle. Et avec toujours le même angle, qui est de dire, ça y est, vous êtes cuit, tout va être fait par de l'IA. Bon, j'ai posé la question sur la passerelle, machin. J'espère qu'il va y avoir de l'IA partout pendant ces 2 jours, parce que sinon, ça serait atroce. On serait hors sujet. Hein, vous verrez... J'ai quand même envie de me relever, Frédéric, que je ne vois pas les gens au fond. Très bien, je préfère vous voir. Oui, alors tu parles d'IA, Jean-Claude. Non, mais c'est drôle, parce que Zuckerberg va présenter ses résultats aujourd'hui. Et c'était une blague que j'annonçais déjà depuis un certain temps. Il ne va plus du tout parler de métaverse. Parce que c'est pour ça qu'il a changé le nom de sa boîte. Mais il va parler plus que d'intelligence artificielle. Enfin, bon à savoir quand même, dans ce monde de cette échartech, il aura cramé quand même 70 milliards dans le sur la réalité virtuelle. Et maintenant, on est parti dans l'intelligence artificielle où il faut des milliards pour faire un recrutement que 2 humains feront en 2 minutes. Mais on en reparlera. Alors, ça va être assez drôle. L'intelligence artificielle... Mais bon, c'est la une du Parisien quand même. Aujourd'hui, c'est spécial, c'est-à-dire qu'il faut un tout petit truc sur le Paris Saint-Germain et un gros truc sur l'IA, parce que si les gens peuvent sortir du Parisien en flippant à mort, en disant... Et le thème du truc, ceux qui ont vu, c'est on va donner des conseils aux candidats qui vont être plus recrutés que par des robots. Donc, ça m'intéresserait d'en parler, ça va être très drôle. Alors, on va en parler avec toi, Jean-Claude, justement, l'intelligence artificielle. Et oui. Toi, comment est-ce que tu as fait? Déjà, tu es parti du principe que ça allait pas... Qu'on n'était pas plus con que ChatGPT. Tout foutre en l'air, parce qu'il y en avait les banques d'affaires qui disaient on allait détruire je ne sais pas combien d'emplois. Je cite souvent, parce qu'il faut citer les sources. Hein, quand ça démarre, en gros, enfin ça démarre depuis 50 ans, mais quand il y a 3 ans, ça devient un buzzword. Goldman Sachs annonce 300 millions de suppressions de jobs. Bon, McKinsey, plus raisonnable, 60 millions. Bon, il ne s'est bien sûr pas du tout passé ça, et c'est normal. Que ça supprime, réorganise des choses. Ce week-end, je vous encourage à aller voir, c'est un document de l'INA. Le problème, c'est que je ne peux pas être en interaction, mais j'ai partagé avec mes équipes, pour ceux qui sont français, vous allez le trouver facilement, ça circulait d'ailleurs sur LinkedIn, c'est le journal de TF1 de 1978 présenté par Roger Giquel, pour ceux qui l'ont connu, des vrais boomers comme moi. Et donc, en fait, c'est drôle parce que c'est le rapport Norin-Minck, en 78, qui explique, donc ils sont bouleversés, parce qu'ils lisent le rapport, qui explique qu'un jour, il n'y aura peut-être plus la poste, qu'on pourra peut-être se parler à distance, qu'il y aura peut-être des télécommunications. Je vous laisse découvrir ce monument de 2 minutes 58, fait il y a exactement 50 ans. Et le chiffre qui m'amuse dans ce que dit Giquel, épaulé par François de Closet, c'est de dire peut-être que 30% des jobs vont disparaître. Comment on va faire? Et là, on a le même chiffre de nouveau avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que 30%, peut-être 40%, peut-être on ne sait pas, va disparaître. En fait, ce n'est pas la première fois que des jobs disparaissent. Bah non. Y a des métiers ancestraux. Oui, parce que je t'ai fait le truc des porteurs d'eau. Les porteurs d'eau? Oui, bien sûr. Porteurs d'eau à Paris, c'était un truc génial. Bon, c'était pas facile. Hein. Ils héritaient d'une corporation. Donc, au mieux, on vous filait un morceau de bois, 2 seaux, et vous apportiez de l'eau chez les gens. Alors,
c'est génial comme job, mais le jour où il y a eu l'eau courante, ça a disparu, ils se sont réinventés, hein, je rassure tout le monde. Et est-ce que c'était super d'être porteur d'eau? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette idée de se dire que là, cette fois-ci, ça va vraiment nous tuer, c'est quand même formidable. Donc tu vois, ça ne va rien nous tuer, ça va nous augmenter, ça va nous transformer. Non, moi, la vraie question que j'ai aujourd'hui dans mes équipes, hein, l'Oral, c'est 95 000 personnes, c'est une forme de surchauffe. De surexploitation. C'est-à-dire que quand on a accès à nos portables et qu'on se dit mais comment j'ai pu le regarder 5 heures, plus en plus, faire des réunions, faire des mails, échanger avec des gens, être partout en Teams, c'est ça ou en Zoom. Tu vois, moi, c'est ça que je me pose comme question. C'est jusqu'où on peut se stretcher, jusqu'où on peut nous développer. Donc, d'où, par exemple, chez nous, le renforcement à mort de tous les sujets liés à la santé, qui est un sujet, pour moi, extrêmement important. Tu vois, moi, ce qui m'inquiète plus que l'intelligence artificielle, vu de ma fenêtre, c'est l'explosion des gens qui, un peu partout dans le monde, m'appellent aujourd'hui en me disant un tel ou un tel a un cancer. C'est ce que je constate depuis à peu près 18 mois. Ça m'inquiète beaucoup plus que de savoir si on va être tous remplacés et qu'à la une du Parisien, les mecs... Parce que, pourquoi ils font ça, les journalistes, vous avez suivi, il y a maintenant quelques semaines, les gens se sont rendus compte que tu pouvais faire pas uniquement un prompt pour foutre en l'air 3 litres d'eau et poser une question à Gemini ou ChatGPT, mais maintenant, il te fait le process. C'est-à-dire que tu lui dis, voilà la job description, est-ce que tu peux aller me chercher? Donc, il va faire ça, oui. Maintenant, alors, par exemple, nous, je rassure tout le monde, je sais que tu es là, Lucie. Nous, on a pris une décision dans le recrutement, par exemple. Aucun recrutement chez L'Oréal. Donc, le processus, ça fait déjà 10 ans qu'on utilise l'intelligence artificielle, mais aucun recrutement ne sera fait par une décision finale par la machine. Non, je voudrais qu'on revienne face à face, on veut un échange, on veut s'assurer de qui est en face de nous et pas juste faire du staffing, dire je vais recruter 3000 personnes, ce week-end en virer 2800, je ne citerai pas cette grande boîte française de tech. Donc on va les laisser, on va les laisser avec c'est comme beaucoup de choses, on va les laisser à leur propre turpitude. Jean-Claude, je voudrais qu'on plus loin. On a découvert qu'ils travaillaient aussi pour d'autres choses. On va s'arrêter là parce que revenons sur comment tu as intégrer l'intelligence artificielle dans les équipes, dans les comportements, dans les usages quotidiens. Et il y a une chose qui est très importante pour vous, qui êtes dans la fonction RH, c'est que c'est quelque part les équipes RH, tes équipes, qui ont piloté ça. Exactement. Avec les équipes de la tech. Raconte-nous comment vous avez fait. Nous, on parle d'un principe, c'est que c'est un sujet beaucoup trop important pour que ça soit que des gens de tech, tu vois. Donc, dans ce noyau du départ, il y a effectivement directement des gens de ressources humaines. Et la première chose, et on partage exactement les mêmes valeurs de toute façon, c'est de former les gens. Donc nous, on a déjà formé 68 000 personnes à l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, d'une formation que je partage avec d'autres, qui s'appelle GenAI for All. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est maintenant on la décline dans des professions où normalement les gens nous disent ou les gens ne seront pas impactés, ils le seront aussi, ou ils ne peuvent pas comprendre. Par exemple, on est en train de former tous les ouvriers de nos usines. Je rappelle, nous n'avons jamais fermé d'usine en France, même si on est venu boire 50 fois. Combien de sites de production en France? On a 8 usines. On est très fiers de nos usines, on ne les a pas fermées. Mais ça n'a échappé à personne que quand une entreprise comme la nôtre donne 6 mois d'intéressement en participation, une des plus grandes usines de L'Oréal en Europe, c'est en Pologne. Nos ouvrières polonaises n'ont pas 6 mois d'intéressement en participation. Donc, c'est assez facile à calculer. Je n'ai pas besoin d'intelligence artificielle. Il y a des génies. C'est à peu près à 7-8 heures de camion d'ici. Donc, c'est assez facile de se dire, tiens, et si on livrait tous les carrefours avec des produits DOB fabriqués en Pologne? Bon, ce n'est pas ce genre de choix qu'on fait. Donc, on garde des usines en France. On les robotise. Tu formes donc l'école bleue aussi? Ah bien sûr. Mais alors... L'autre élément qui est très important, c'est que c'est les gens qui sont très demandeurs. Tu crois qu'à force de lire la une du Parisien ce matin, ils ne se disent pas « qu'est-ce qui va m'arriver ?» Donc se former, donner des moyens pour comprendre, c'est essentiel. Donc on a formé 68 000 personnes. On est maintenant sur des formations plus avancées. Il y en a par exemple une qui est déjà suivie par... sur l'art de poser des questions, qui a été déjà suivie par 12 ou 13 000 personnes. Il y a des gens de mon équipe, peut-être ils connaissent mieux les chiffres que moi, donc s'ils peuvent m'interrompre, ils n'hésitent pas. Mais donc tu vois, former. Tu formes, et ensuite l'autre chose qu'on a faite, c'est faire un outil qui permet aux gens de l'utiliser. Alors là, pour le coup, toujours pareil, bon sens. Première chose, on ne s'est pas lié avec un seul fabricant, donc ce n'est pas uniquement des questions posées à ChatGPT, c'est aussi posé à Gemini, et puis aussi à Mistral, et puis aussi à Claude Sonnet. Donc du coup, on n'est pas complètement con, c'est ouvert. Et ça, aujourd'hui, que vous avez un ordre de grandeur, c'est 22 000 personnes qui l'utilisent tous les jours.
Et dans les 3 derniers mois, il y a déjà 10 000 collaborateurs qui ont un agent qui les aide dans plein de tu veux tâches. dire un compagnon quelque part. Ouais, exactement, un agent, un compagnon. Tu peux aller jusqu'à 10 compagnons. Alors ce qui est amusant, c'est quand moi je rencontre les gens, je leur demande quels compagnons ils ont. Tiens, Lucie, je t'ai jamais posé. Tu as des compagnons, tu as un ou plusieurs compagnons? Un compagnon. On va se rapprocher de toi parce que je t'ai jamais posé la question. Ton compagnon, il fait quoi? On va chercher le micro. Bah oui, je lui donne. Micro. Il fait quoi ton compagnon? Il m'aide à. Je lui ai appris tout, justement, la vision du recrutement chez L'Oréal et son lien avec l'IA. Et alors, tu lui parles? Et alors, quand vous lui parlez, comment ça se passe? Eh ben, j'ai de temps en temps des présentations à préparer, des résumés, des choses comme ça. Et donc, en fait, il sait. J'ai pas besoin de lui expliquer à chaque fois. Donc, il m'aide à rassembler les éléments et sans se tromper, puisqu'évidemment, c'est moi qui lui ai. Et ça te fait gagner combien de temps? Peut-être une petite heure par semaine, par exemple. Voilà, on sait ce qu'on pense. On gagne 1h30 par semaine, à peu près. Donc ça veut dire que ce Non, temps... mais hier, j'étais hyper emmerdé. J'étais avec une jeune femme. Elle m'explique que son compagnon est devenu son coach. Ah, je lui dis, là, quand même, tu vas loin. Donc, je dis, mais comment ça se passe? Donc, je lui ai donné tous mes Clifton Strengths. Je lui ai donné pas mal d'informations et je dialogue avec lui. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle avait commencé que vendredi. Donc, je dis, quand on va se revoir vendredi prochain, on va voir où tu en es dans ton nouveau coach compagnon. Donc ça veut dire que le compagnon t'aide à faire ce que tu fais et quelque part va t'exonérer de tâches un peu chronophages et tu vas réallouer le temps. Tu vois, par exemple, hier, j'étais avec une DRH qui est la DRH de tous les métiers du développement durable. Elle m'a expliqué que elle, ce qu'elle a fait dans son compagnon, c'est de merger des outils avec un tableau Excel, même si on sait qu'ils ne sont pas super bons. Enfin, elle mettait 7 heures à matcher des données tous les 6 mois, et là, ce truc-là, elle le fait en 3 minutes. Voilà. Donc là, elle a gagné 7 heures concrètement, mais c'était 2 fois par an parce qu'elle avait besoin de reporter des données. Donc en fait, c'est une multitude de choses. C'est pour ça que tu ne peux pas arriver et dire... C'est quelque chose qui va... avoir une réponse unique. Quoi, hein. C'est comme si... On est vieux. Moi, j'ai connu le bebop, les gars. Donc maintenant, quand j'ai un téléphone portable... Tu étais obligé d'être près du relais, en fait. C'était le téléphone portable d'Orange où tu étais à la borne. Tu vois, c'était le portable, pas vraiment portable. Les mecs te vendaient un téléphone portable, mais si tu t'éloignais de la borne, ils coupaient. Bon, t'imagines. Et du coup, tu étais avec ton portable à côté de la borne. Bon, maintenant, moi, mon truc, il me fait gagner du temps. Mais là, c'est pareil. Il y a une question de souveraineté aussi, Jean-Claude, dans l'IA. D'accord, mais là, c'est pareil. On est tous et toutes tellement secoués en tant que citoyens européens. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas une journée. En fait, c'est amusant parce que pendant des années, on n'a jamais été à Davos. Donc là, maintenant, on va à Davos pour essayer de comprendre. Et qu'est-ce qui ressort, si je devais vous résumer? Une des choses, c'est on sent que nous, Européens, là, on est en colère. Parce qu'à force de se faire aussi maltraiter, il commence à y avoir un sentiment fort chez nous de dire maintenant stop. Et en fait, nous, on pense que c'est une bonne chose. Donc cette idée de souveraineté, si tu veux, elle ne peut pas être à la maille d'un seul pays. Il faut que ça soit toi, ensemble. tu as une souveraineté pour l'IA avec un L'Oréal GPT. Hein, oui, mais c'est ce que je t'expliquais, bien sûr. Bah, c'est sûr. On ne va pas s'amuser à balancer à nos amis nos données et les exploiter dans notre dos, parce que le cœur de tout ça sera la bataille sur les données. C'est une bataille que je mène tous les jours. Tu imagines, on a mis 7 ans pour déployer nos systèmes HR. C'est ce que je dis à mes équipes. On vient de finir SAP SuccessFactors quand même pour 75 millions. Donc pour 75 millions, j'ai bien compris, aujourd'hui tu n'as plus rien. Mais quand même, je voudrais avoir des données justes. Il y a un One Payroll maintenant. Oui, hein. alors, mais One Payroll, c'était 22 millions d'euros. Donc pour 100 bars, tu n'as plus rien. C'est le thème d'un film qu'on fait chez L'Oréal. Mais pour 100 bars, moi je veux quand même des choses. Tu veux, parce qu'ils ont beau m'expliquer que c'est génial, mais une fois sur deux, j'ouvre un sujet, il est faux. Donc tu n'imagines pas le combat. Je les embête tous les jours, c'est très drôle. En tout cas, moi, je m'amuse, non pas à embêter, mais à constater. Non, mais surtout à constater mes propres faiblesses. La première personne dont je me moque, c'est de moi, tu sais. En tout cas, tu vois, il y a beaucoup d'exposants, beaucoup de personnes qui proposent des solutions. Voilà. Toi, j'ai vu, j'en ai vu plein rien qu'en venant. Tu avais combien de systèmes de paye au départ? Ah ben, on a, je sais pas, on avait un système de paye par pays. Ouais, et là aussi, c'est amusant parce que quand on est parti dans le projet, tout le monde nous a dit ça existe. Bon, on vient quand même de mettre 7 ans à le faire, ça existait nulle part, hein, je rassure. On m'avait dit, si, Unilever, ils font ça, bien sûr. Microsoft, non, avoir un seul système de paye dans le monde, ça a réclamé 22 millions d'euros d'investissement et 7 ans de travail. Maintenant, on a un seul système de paye dans le monde. Avec Strada, je rigole parce que là aussi, ils ont été rachetés 3 fois entre-temps. Mais ce qui est amusant, c'est que même dans tous les pays du monde, ils ne sont pas vraiment capables de nous accompagner. Donc... Affaire à suivre. Oui, donc, Claude, on parlait de... c'est pas mal d'avoir un seul système de paye. Ah bah oui, contre 70 et quelques. Hein. Oui, mais parce qu'à chaque fois que j'avais un nouveau DRH qui arrivait en Argentine ou en Indonésie, la première chose qu'ils faisaient, c'est changer le système de paye
Pour dire, les gars, votre système de paye n'est pas bien, et on met un nouveau système de paye. Donc ça les Mieux, Jacques occupait. Attard, ouais. D'abord, ils perdaient beaucoup de temps, ils faisaient perdre de l'argent, et au lieu de s'occuper des gens, ils changeaient le système de paye. Tu vois. Donc maintenant, on leur demande surtout plus rien. Le système de paye, il est mondial, il est géré par nous. Alors, on parle de souveraineté, on parle de l'actualité. Ouais. Tu as été précurseur, Jean-Claude, sur toutes les questions d'inclusion, sur toutes les questions de diversité. Alors j'ai peur que je sois bientôt le dernier. Non, mais je sais que Et surtout tu déjà à ne pas t'accroches. avoir changé de nom. Je félicite toutes les entreprises qui, par l'acheter managérial, appellent ça maintenant, je sais pas quoi, talent. Je vous laisse réfléchir à vos entreprises. Talent, plus D&I. Parce que ça, c'est un gros mot. Tu vois, tu dis D&I, les mecs partent en courant, comme s'ils avaient reçu un message directement de Donald lui-même. Vous inquiétez pas, j'avais été éclairé l'année dernière par Monsieur Pouyanné. Je ne sais pas, pour ceux qui ont suivi, tout le monde me disait « Est-ce que vous avez reçu un courrier ?» Je dis « Ben non, je n'ai pas reçu de courrier. Pourquoi tu veux que je reçoive un courrier ?» Tu n'as pas compris. Écoute, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il a dit Patrick Pouyanné? Lui, il avait reçu un courrier. Il avait reçu un courrier au service carte essence, qui était fournisseur de l'ambassade des États-Unis avec 4 cartes d'essence. Et il n'a rien foutu du courrier, parce que c'est au service carte essence. Moi, je ne suis pas fournisseur de l'ambassade des États-Unis. Donc, voilà. Donc, même ceux qui sont fournisseurs, cette façon d'un seul coup de dire, cette idée qui était, il faudrait quand même que les femmes soient payées comme les hommes, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, que des minorités visibles, invisibles aient leur chance, que des gens en situation de handicap puissent bosser normalement. Tout ça, tu oublies. C'est fini. Il y a un mec qui te donne un truc, tu oublies. Il n'y a plus besoin. Donc, je vois pas mal de femmes dans l'Assemblée. Franchement, continuer à vivre avec 25% d'écart de salaire, c'est super. Moi, je trouve que c'est super. C'est super. Les gens en situation de handicap, restez dehors. Les minorités visibles, invisibles, ça, hop, vous oubliez. Non, c'est génial. Là, à Davos, c'était gênant. Hein, il y avait un dîner sur LGBTQI+, il n'y avait que des gens LGBTQI+. C'est-à-dire que les autres, ils ont peur d'y aller, quoi. Non, mais franchement, ça me donne l'occasion de parler. Regardez, soyez raisonnables. On a mis en place des politiques pour rééquilibrer les choses, pas pour être woke. En plus, on est français. Hein, moi, j'ai jamais été woke, je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'ai toujours été assez réveillé. Hein, je n'ai pas besoin de partir dans des délires. Très bon. Non, mais tu vois. On va applaudir Jean-Claude, s'il vous plaît. Non. Mais j'ai jamais fait. Quand j'allais aux États-Unis, mes équipes, tu imagines, c'était il y a un siècle et c'était il y a 4 ans, on commençait à me parler de toilettes, machin. Je dis, mais on va jamais faire ça, les amis. On reste raisonnable, on est des Européens, des toilettes pour les hommes, des toilettes pour... Toutes ces boîtes de tech américaines, là, dont certaines vont être là sûrement, qui sont parties dans des délires, c'est les premiers à faire marche arrière. C'est gênant. On va parler comme des jeunes. Quelle gênance. Quelle nuisure. Non mais quelle gênance, quoi. C'est-à-dire que les mecs partent comme des fous, et c'est les mêmes personnes qui rétropédalent. Ben, c'est pas qu'ils rétropédalent, qui ont oublié complètement ce qu'ils ont dit. Non mais c'est une honte. Donc voilà, donc nous, on est solidement accrochés. Donc malheureusement, j'ai pour habitude de dire, j'ai eu la chance d'être parmi les premiers. Alors, attends. Et si je dois être le dernier, je serai le dernier. Il n'y a aucun problème. Il faut quand même rappeler, vous allez applaudir Jean-Claude parce que... Non, surtout pas. Si. Non, surtout pas. Janvier 1996, oui. Tu entres chez L'Oréal. Ah bah oui. Non. Mais oui, mais... Bon anniversaire, grille pas mon Jean-Claude, s'il vous poste. plaît. Grille pas mon poste. Il faut que j'aille faire un... Jean-Claude. Mais non, Si. surtout pas. Mais là, ils s'en foutent complètement que j'ai 30 ans L'Oréal dans les pattes. Non, Par contre, j'allais faire un poste. Tu vas griller mon truc. Non, tu fais des postes en marchand. Si je dis ça, c'est parce que c'était pas gagné. Tu parlais tout à l'heure de la diversité. Ah non, Combien il y a de de femmes dans le COMEX? On est à combien? 30%, 35%? Non, plus. Là, on doit être à peu près à 40%. À 40%. Oui, mais personne n'y croyait à l'époque. Non, mais c'est pas ça. Le COMEX, ça veut rien dire parce que chacun a un COMEX différent. Moi, dans le COMEX de L'Oréal, il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas le patron légal. Dans la plupart des boîtes, c'est une femme. Tu vois, raconte-nous tout il y a ce que une tu as. façon d'avoir plein de femmes. Par exemple, tu mets les gens de la communication. J'ai jamais compris pourquoi il y avait que des femmes dans la com. Pourquoi les hommes ne feraient pas de la com? Ou alors c'est un job assez important pour le confier à des hommes. Mais c'est une vraie question pour moi. Moi, je suis en train de réintroduire des hommes dans les métiers de communication. C'est complètement délirant d'avoir laissé l'idée de dire que si tu veux mettre des femmes, tu les mets que dans les métiers de communication, dans les COMEX. Les femmes, elles savent aussi compter. Enfin, bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est pathétique. Jean-Claude, parle-nous de tout ce que tu as fait en termes de transparence salariale, en termes de diversité, mais moi, j'ai en rien termes fait, de politique handicap. Non, mais c'est avec une équipe. Mais non, ce que j'ai simplement fait... On parle de flamme, là. Ça t'anime depuis... Mais oui, mais ce qui est intéressant, c'est ce que j'encourage les gens à faire. C'est de faire des rencontres.
Et c'est par les autres que tu apprends. Moi, j'ai fait la rencontre d'un homme qui est mort maintenant, qui s'appelait Richard Descoings. Dans les années 2000, j'ai été avec lui à Sciences Po. Et en fait, il m'a expliqué des choses et je me suis rendu compte qu'il avait raison. Qu'il y avait une discrimination systémique, qu'on avait des problèmes, qu'on n'ouvrait pas assez le champ des possibles. Et puis ensuite, j'ai fait d'autres rencontres, notamment sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Et en fait, moi, en plus, je suis d'une génération où ici, en France, et ici aussi, tu imagines la jurisprudence, les juges justifiaient que c'était possible d'avoir un écart de salaire entre les hommes et les femmes. Il y a une jurisprudence française. Bon, voilà, donc ça nous semblait normal. En fait, moi, ça m'a semblé anormal. Donc, j'ai combattu ça. L'Oréal m'a donné les moyens de le faire, mais je rappelle à tout le monde que L'Oréal, ce n'est pas du tout une entreprise que de femmes. Et quand moi, j'ai commencé, la blague dans les couloirs, L'Oréal, c'est une entreprise, c'était des hommes qui faisaient des produits pour les femmes. Donc, il n'y avait pas de femmes qui dirigeaient. Il y avait quelques femmes, il n'y avait pas de femmes. On n'est pas, tu vois, en plus, c'est drôle parce que les chiffres qu'on a, nous, on a commencé à avoir des chiffres à partir de 2007. Donc, si tu regardes en 2007, tu avais 17% de femmes dirigeants, là où tu en as 50 aujourd'hui. Il nous a fallu autant de temps pour le faire, c'est-à-dire pratiquement 20 ans. Et en plus, on l'a fait d'une façon dont j'encourage tout le monde à... Parce qu'en fait, je suis absolument désolé de vous dire, mais les chiffres qui étaient les nôtres il y a 20 ans, c'est ceux de la plupart des entreprises aujourd'hui. Je parle des dirigeants, 17%. Et donc, c'est ça la différence. C'est pas d'avoir nommé des femmes parce que ce sont des femmes, c'est d'avoir donné des chances. Bon, tu vois, ce que je dis souvent, aujourd'hui, on a la moitié d'expatriés qui sont des femmes. C'est de permettre, sur 1600 expatriés, enfin 1550, c'est d'avoir des femmes dont tu fais le parcours international, qui embarquent avec eux leur famille. Il y a ceux qui critiquent et qui vont dire « Oui, mais c'est parce que vous avez de l'argent, vous êtes riches. » Oui, alors tu sais pourquoi on a de l'argent? Parce que là, on va bientôt présenter nos résultats. Je n'en dirai pas davantage, mais incomparables à ceux d'un leader du luxe qui les a présentés hier soir. Parce qu'on a été très longtemps comparés, mais là, ça devient incomparable. Et donc, du coup, ce qui est amusant, c'est que les gens te disent, mais alors, ils vont m'appeler en disant, L'Oréal, tu as quand même de la chance, putain. Tes résultats, les résultats L'Oréal, ils sont vachement bons. Je dis, mais tu crois qu'on joue au loto? Tu crois que j'ai gratté des tickets de tac au tac ou que je sur BetClick ce soir en Ligue des Champions? Mais pas du tout. C'est les gens. En fait, le secret de L'Oréal et le secret de chacune... Mais c'est la qualité, c'est pour ça qu'il a réinsisté sur cette idée de relations humaines, c'est la façon dont on engage les gens dans l'aventure. Alors, tu engages des gens dans l'aventure et je vais poser une question à Lucie, parce que je n'ai plus en tête. Lucie, tu es là depuis combien de temps? Est-ce qu'on a le micro, là? Non, mais elle va nous... Combien d'années? Je ne sais plus combien d'années tu es là. Hein? Do we have the third microphone, please? 20 d'années. C'est possible d'engager 20 ans dans l'aventure des gens de la génération Y. Pas que des boomers comme moi. Mais ce qui m'amuse, c'est de montrer quand tu es avec des Z. Tu vois, des Z. Cette génération Z qui, soi-disant, veut zapper, n'a pas d'intérêt. Moi, je peux montrer des gens Z qui ont... allez, prenons des gens de 27, 28 ans qui ont déjà 5 ans de L'Oréal, tu vois. Et qui ne sont pas en train de rêver tous les jours de se barrer. Qui sont en train de se dire... parce que le secret, elle l'a entre ses mains. Tu as fait combien de jobs en 20 ans, Lucie? 7-8. Voilà. Donc, tu vois, quand tu arrives à bouger les gens tous les 2-3 ans, en leur faisant découvrir autre chose... Tu favorises la rétention. Non, tu engages dans une odyssée. Moi, je ne bannis pas ce mot qui est de dire un parcours, une carrière. Tout ce pipeau aujourd'hui qui est de se dire non, ils veulent plus, ils n'ont plus envie de travailler, mais donnez-leur envie. Faites des choses intéressantes, donnez des perspectives. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Jean-Claude, tu parles génération Z. Ouais. Moi, je voudrais qu'on parle des 50 ans et plus. Il y a quoi? Les vieux. Oui, les vieux. Il y a 30%. Ça aussi, l'intergénérationnel, oui, maintenant, en plus, c'est un combat qui m'amuse, que moi aussi, maintenant, je suis vieux. Alors, je préviens tout le monde, j'espère que ça va tous vous arriver. Parce qu'il faut être en bonne santé. Mais ça te tombe sur la tête, tu ne sais pas comment ça t'arrive. Je te le dis tout de suite, tu vis le même processus. C'est une très mauvaise nouvelle. Elle va arriver au plus grand nombre possible, j'espère. Mais moi, je me suis occupé, par exemple, des vieux quand j'étais jeune. Alors maintenant, parce que les mecs viennent boire, on dit, non, mais maintenant, c'est normal. T'es vieux, tu t'occupes des vieux. Non, pas du tout. J'étais jeune quand je m'occupais déjà des vieux. Comment tu t'occupes des vieux? En les maintenant dans leur job. Tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, ici en France, sur 15 000 salariés, 30% ont plus de 50 ans. Donc l'idée, c'est de se dire, tu peux faire une... Là, je mets un malin plaisir à réembaucher des gens de 55 ans, 56 ans, 57 ans. Tu vois, là, je viens de rembaucher une femme formidable de 58 ans. Je ne te dis pas que les équipes ne me regardent pas en disant, tiens, encore une dinguerie de ce fou. Mais c'est pas grave.
c'est hyper important de montrer que c'est possible. Tu as encore des choses à dire à 58 ans. Hein, bon, à part ce délire là de suspendre l'âge de la retraite, on est tous convaincus qu'on va devoir travailler plus longtemps si on veut que le système ne se pète pas la gueule. Bon, là, comme on est dans une démagogie pas possible, on les écoute raconter n'importe quoi, c'est pas grave. En même temps, ça devient un bruit de fond aussi. Tu vois, par exemple, une grande entreprise comme la nôtre, je ne te dis pas les relations qu'on entretient avec eux, parce que je ne vais même pas dire eux, je ne vais même pas les qualifier, on va devoir aller revoter là, ça va quand même être très problématique pour nous tous, parce que en fait, ça devient là aussi une gênance, tu vois. C'est-à-dire que tu imagines, moi, non mais nous par exemple, on a connu un... Et j'en profite, dès que je suis avec plus de gens, je les remercie pour la résilience qu'on a. On se serait arrêté avant, si tu veux. Dans un contexte de telle imprévisibilité, des affaires... Aujourd'hui, on se dit, en fait, c'est pas grave, on continue. On n'a absolument pas le choix. Hein, on doit avancer, nous tous, parce que les débats sont lunaires. Alors, le dernier débat, il m'a tellement amusé. Donc, on est vraiment désolé, on va vous laisser l'impôt sur les grandes entreprises. 2 années de suite, L'Oréal, 300 millions d'euros. 2 années de suite, 300 millions. Donc c'est quand même beaucoup d'argent qu'on ne peut pas mettre dans autre chose. 300 millions. Mais on est obligé, comme ça vous aurez un budget. D'accord, super. Mais par contre, on a vraiment un accord, on va vous enlever la CVAE. Ça c'est un accord. La CVAE chez L'Oréal, en 2025, c'est 5,6 millions d'euros. En 2026, non seulement ils ne l'ont pas enlevé, mais ils l'ont doublé. Ça sera 11 millions. Donc là, tu te dis, mais les amis, pour être à 5% du déficit, parce qu'encore, on nous prendrait 300 millions. On dirait, les gars, on va aller au moins dans les critères à 3%, puis on va essayer de faire des efforts collectifs. Mais comme d'habitude, contrairement aux entreprises, au lieu de se pencher du côté des dépenses, non, on va aller sur les recettes et on va demander... fonctionner. Bah, bien évidemment, c'est pathétique. Donc nous, on ne regarde même plus. Ça ne nous intéresse plus, comme vous. On essaye d'avancer tous les jours. C'est pour ça que tu vois, il est parti. Mais moi, ce matin, quand je suis arrivé, je suis impressionné que vous soyez si nombreux, qu'il y ait une telle envie. C'est ça qui doit nous muer. Et pas d'un seul coup, si tu veux, se dire, bon, bah, on s'arrête, on ne sait pas, c'est la crise de Lehman. Non, là, on est dans une crise permanente, c'est épuisant. D'où l'importance, plus que jamais, dans une entreprise comme la nôtre. Tu vois, tous les matins, quand je viens, je me dis, il faut que les gens se sentent respectés et pas se dire, je suis vieux, tiens, ils vont faire un petit plan de départ anticipé. Je ne te dis pas que je n'accompagne pas des gens par moment, en sachant que nous, le point clé, c'est surtout sur les dirigeants. Hein, puisque ça n'a échappé à personne pour qui fait des ressources humaines, que je peux fermer une usine, ça ne va rien faire comme économie si j'enlève 10 dirigeants très bien payés au siège du groupe. Tu vois, donc c'est plutôt cette façon de raisonner qui est la nôtre. C'est clé. Donc, juste aussi, ça m'amuse, je n'avais pas dit ça, mais chez L'Oréal, là aussi, hein, une des raisons du succès, 1/3 des dirigeants partent tous les ans. Hein, c'est-à-dire que sur les 300 dirigeants clés, c'est à peu près 1/3 de dirigeants qui s'arrêtent ou dont on négocie avec élégance le départ. Mais moi, ce qui me concerne, c'est les dirigeants. Hein, c'est des gens très bien payés, très bien gérés. Là, il faut une énorme exemplarité. En bas de la pyramide, il faut un respect énorme, former les gens à l'intelligence artificielle, qui ne lisent pas le Parisien ce matin pour se dire tout est cuit. C'est ça le problème de la société aujourd'hui. Donc on a une responsabilité énorme. Responsabilité, Jean-Claude, et puis engagement aussi avec d'autres entreprises. On parlait des seniors, la charte 50 ans plus, ouais. C'est toi qui l'as initié avec d'autres entreprises. C'est un mon peu, équipe. enfin tes équipes. Ça veut dire aussi pour nos amis qui sont là, chasser en meute, créer des alliances. Ben oui, c'est-à-dire que tu ne peux rien faire seul. Hein, c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai en dehors de l'entreprise. Donc, rassembler des entreprises qui pensent la même chose, s'engager. Pourquoi plein de gens critiquent ces idées de faire des chartes, mais en fait, c'est prendre des engagements. Et comme on est un minimum cohérent, quand on prend un engagement, on essaye de le tenir, on essaye d'avoir un minimum de valeur. Hein, même si aujourd'hui, parler de valeur, dans le monde de fou dans lequel on est, ça veut plus dire grand-chose. Mais tu vois, nous, on est accrochés comme des malades, par exemple, à nos valeurs éthiques. Hein, on a une charte éthique, on l'a créée il y a 26 ans maintenant, elle a été revue 3 fois depuis, c'est fondamental. Là aussi, si je peux convaincre d'autres entreprises, malheureusement, on est la seule entreprise au monde à communiquer nos chiffres sur le harcèlement sexuel, sur le harcèlement moral, sur tous les problèmes éthiques qu'on rencontre. Pourquoi les autres ne le font pas? Je vais vous dire pourquoi ils ne le font pas. Ils ne le font pas pour 2 raisons. D'abord, ils ne connaissent pas leurs chiffres dans bien des cas. Et la deuxième chose, c'est que quand ils les ont, ils ne veulent pas les communiquer. Mais au contraire, on devrait être très nombreux à s'engager, à communiquer les chiffres du speak-up, de ce qui se passe. Transparence, oui. Oui, et d'ailleurs, les conséquences, elles sont simples, parce que l'équipe, elle vient me voir en disant « Oui, mais alors, on va publier que ça augmente. » Bah oui, ça augmente pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il y a des problèmes, et ça veut dire qu'on n'est pas capable de tous les gérer. Et ensuite, ça augmente parce que les gens parlent de plus en plus. C'est-à-dire que plus ils voient qu'il y a une vraie culture de révéler ce qui se passe dans l'entreprise,
plus les gens se disent c'est sérieux, je peux d'un seul coup avoir le courage de parler et pas me faire briser par la hiérarchie, la bureaucratie ou le reste. Ça veut dire qu'il y a une fierté d'appartenance aussi. Hein. C'est pour ça que les gens viennent. T'imagines, cette année, on va recevoir 2 millions de candidatures. J'adorerais pouvoir recruter 2 millions de gens. Mais c'est le fruit d'un travail. Ça ne tombe pas dessus par hasard. C'est ça qui est amusant. Mais par contre, tu vois, sur cette idée de coalition, là, on vient de fêter, et il y a peut-être pas mal d'entreprises qui sont avec nous, les 5 ans d'une initiative qui s'appelle Stop au sexisme ordinaire. Aujourd'hui, on a près de 500 entreprises. On a démarré avec 3. On avait été voir à l'époque Accor et Ernst & Young. Donc on démarre à 3 entreprises que nous, quand on pense qu'une idée est bonne, on veut la partager. C'est pas, justement, c'est pour ça que je n'ai pas du tout envie que vous m'applaudissiez. Moi, je suis de passage. Je suis au service de quelque chose beaucoup plus grand que moi. Et donc, du coup, mais par contre, les équipes, des gens qui seront après moi, qui vont continuer, c'est ça le plus important. Tu vois, et ce qui est amusant sur ce sexisme ordinaire, j'aime bien le raconter, elle n'aime pas trop, mais je vais vous la faire courte. Mais chaque fois, parce que comme il l'a dit, ça fait maintenant 25 ans que je m'occupe de ces questions, chaque fois qu'il y a un nouveau, en l'occurrence c'est souvent une femme, ministre de toutes les questions qui touchent l'égalité entre les hommes et les femmes, on va la rencontrer. Donc en septembre 2017, on a été rencontrer Marlène Schiappa. Et donc on a été là rencontrer avec mon équipe pour lui dire voilà ce qu'on a déjà fait, et on lui dit il y a un sujet important qui est le sexisme en entreprise. On pense que c'est utile. Bon, elle nous a écouté poliment. Elle m'a très vite dit qu'elle n'aimait pas les charges. Je lui ai dit j'en ai rien à foutre que tu n'aimes pas, on pense que c'est utile. Bon, si vous voyez le timing, septembre 2017, c'est 1 mois avant MeToo. Alors MeToo, maintenant, ça paraît d'un autre siècle. Mais soudainement, ça l'a beaucoup intéressé, Marlène. Et on est parti sur ce projet-là, tu vois, avec son soutien. Parce que tout est une question d'anticipation. Et puis ensuite, pour parler comme aujourd'hui, pour avoir de la taille, du scale. Donc quand vous démarrez à 3, mais que vous êtes 500, tu vois, on a commencé 2017-2018, 8 ans plus tard, quand tu es à 500 entreprises qui se sont engagées, qui ont pris des actions concrètes, qui forment, d'un seul coup, cette question du sexisme en entreprise, elle n'est plus un tabou, tu peux en parler. Tu vois, on fait la même chose sur le cancer, par exemple, avec Publicis. Alors, ce qui est amusant à chaque fois, c'est qu'on trouve à chaque fois d'autres entreprises. Ce qui serait génial, ce soit toutes les entreprises. Moi, j'adorerais que Publicis m'accompagne sur le sexisme, m'accompagne sur les seniors. Voilà, c'est un dommage. Soyez à la manœuvre comme Jean-Claude. Je voudrais qu'on parle d'un sujet qui te tient à cœur aussi, quand on dit que tu es la crème de la crème des DRH. Mais je suis rien du tout. C'est prendre soin, c'est la QVT, c'est la protection sociale, c'est la santé, tu commençais à en parler. Beaucoup de choses qui sont faites. Shine Care en particulier, oui. Raconte-nous. En plus, c'est une idée formidable. Souvent, je mets en valeur les idées qui ne sont surtout pas les miennes. Donc, Share & Care, c'est un programme qui a été démarré par une équipe avant moi. Et ce qui est très amusant, c'est que quand j'ai pris ma responsabilité, il y a une petite dizaine d'années, les équipes qui avaient lancé le projet étaient persuadées que j'allais l'arrêter parce que ce n'était pas le mien. Je dis, mais vous êtes complètement malade. Ce projet est formidable et j'ai au contraire accéléré. Donc, maintenant, on a une coalition. Donc, Share & Care... Raconte ce que c'est que Share & Care pour ceux qui ne savent pas. Alors, c'est amusant parce que je ne vais pas non plus... Heureusement, mais il a fallu 13 ans pour que, là aussi, d'autres groupes commencent à s'y intéresser. Alors, Share & Care, c'est toujours pareil. Une bonne idée, souvent, c'est en étant curieux. Donc, c'est une idée qui venait de chez Danone, qui avait commencé à lancer un programme qui s'appelait DanCare. On a observé ce programme. Le problème, c'est qu'à l'époque, Danone traversait une période difficile, donc ils n'ont pas eu les moyens d'aller plus loin. Donc, nous, on a repris cette idée, on l'a complètement élargi. Donc, Share & Care, c'est 4 grands piliers. Il y a un pilier hyper important sur la protection et sur la prévoyance, et notamment donné à 95 000 personnes dans le monde et aux plus fragiles, qui sont les gens qui travaillent dans nos boutiques, qui sont des gens qui gagnent en moyenne 25 000 euros. Au Chili ou en Indonésie, c'est de leur donner une couverture maladie et c'est leur donner une couverture prévoyance. Ils ont 2 ans devant eux s'ils disparaissent. On a changé la vie d'énormément de gens grâce à ça. Ensuite, c'est l'entreprise dans la cité. Oui, ensuite on a un énorme programme sur la paternité et la maternité. Ça me fait rire là aussi, toutes les dispositions. Bon, donc du coup, nous on a commencé 14 semaines de congé maternité il y a à peu près 30 ans. Et 6 semaines, là je ne suis pas parti non plus dans des délires à 18 semaines. On pourrait lancer le débat, pourquoi c'est pas aligné? Je considère, mais c'est sûrement parce que je suis un boomer, c'est pas exactement pareil la maternité pour un homme, pour une femme. Donner du temps à un homme pour commencer à aller s'occuper de son enfant, c'est extrêmement important. Moi, je suis d'une génération, j'ai eu 4 enfants, j'ai travaillé le lendemain matin. Est-ce que c'était ou même l'après-midi même, est-ce que c'était une bonne chose? Probablement pas.
Et c'est pour ça que je change aussi, parce que je passe aussi une grande partie de ma vie à faire des choses pour les autres qu'on n'a pas fait pour moi-même. Mais ça, c'est une autre chose. santé, Et la santé, c'est un pilier essentiel. Avant le Covid, hein, déjà, avant que ça devienne un sujet clé. Heureusement. Oui, bien sûr, mais ça tombe pas sous le sens. Non, mais d'accord, mais si, parce que c'est toute une question d'anticipation. Et enfin, le dernier pilier, c'est sur les espaces de travail. Alors, je suis considéré chez L'Oréal comme l'ayatollah contre le télétravail. Moi, je suis contre le télétravail. Je ne suis pas du tout contre le télétravail. On a commencé en 2012. Je suis pour une forme de flexibilité, mais je suis pour les gens ensemble. Et là, malheureusement, quand je vois encore en marrant les boîtes américaines qui étaient venues m'expliquer qu'il fallait travailler 5 jours impératif, c'était génial, c'était la nouvelle... Je veux dire, ça va avoir duré le télétravail comme ce qu'a duré le métavers chez Meta. C'est-à-dire que donc c'est une flexibilité. Maintenant, tout le monde revient. Je ne vais pas citer des banques. Donc, ça m'amuse de voir ça. Donc, nous, tu vois, on s'est positionné à 3 jours, 2 jours. On a signé nos accords. Donc, on avait commencé en 2012. On a signé nos accords à l'été 2020. Et on est toujours à 3 jours, 2 jours. Et la bonne nouvelle... Non, par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est ça qui m'inquiète par moment. C'est ça qui m'inquiète. Donc, je vous l'ai dit, on a déployé SAP SuccessFactors. Et je demande à mes équipes, il y a quelques mois, d'avoir un outil de contrôle. On va parler comme les jeunes, de faire du Power BI. Je dis, les gars, il faudrait quand même un tableau de bord. Moi, je voudrais quand même savoir dans le monde qui rentre dans l'immeuble, qui travaille à distance, qui est en arrêt. Qu'on ait une sorte de cartographie, quoi. Voilà. Ouais, un tableau de bord, tout simplement. Et là, il faut quand même bien être assis sur le fauteuil. Je ne vais pas citer tous les autres grands clients de SuccessFactors. On est la seule boîte qui a posé cette question. Je me demande comment font les autres pour contrôler ce qui se passe quand même. On est la seule entreprise qui a été voir SAP en disant, les amis, il nous faudrait quand même un tableau de bord du suivi du travail à distance. Donc on l'a. Donc les gens travaillent 3,3 jours. Ils vont dire, mais c'est du contrôle et tout. Heureusement, parce que sans ça, il n'y a pas de confiance. Donc du coup, on travaille 3,3. En moyenne, les gens, tu vois, 3,3. On a réduit un truc qui s'appelle une grey zone, où là, on était à 23% des gens, on ne savait pas où ils étaient, parce que les managers encourageaient, parce que c'est eux que ça arrange, tu vois. Donc là, tout ça, on a mis un bon ordre à ça. Tu formes les managers aussi, Jean-Claude, par rapport au télétravail. Comment tu fais ? C'est très simple, tu leur expliques des règles. En fait, si tu veux, ce qui est hyper important dans ce monde devenu dingue, c'est de garder un cap. Et ce cap, il est centré sur les gens. C'est de se dire, voilà, nous, avoir des gens dont on ne sait pas ce qu'ils font, ça ne nous intéresse pas. Faire des annonces fracassantes pour dire on met des milliers de personnes dehors, ça ne nous intéresse pas. Est-ce qu'on gère avec précaution nos effectifs ? Oui. Tu vois, est-ce qu'en ce moment on fait attention ? Oui. Est-ce que je m'amuse à faire des articles dans la presse pour faire le malin, pour faire monter le cours de L'Oréal en disant on va mettre 5000 personnes dehors ? Non. Alors ça, c'est lié à un élément que les gens voient rarement chez nous. Parce que là, comme c'est une saga de succession et tout ça, nous, c'est aussi une famille, mais qui a pris une décision assez sage, c'est qu'elle n'intervient pas dans les affaires de L'Oréal. Ce sont des actionnaires de long terme que chacun d'entre nous connaît, mais qui ne sont pas dans des décisions de court terme. Ça, c'est aussi quelque chose que m'a enseigné L'Oréal. Tu vois, le temps long. D'abord le temps long, mais si j'avais un truc à transférer, c'est clé d'avoir un actionnaire familial. Ça aide énormément. Ce n'est pas des gens qui regardent uniquement le quarter, mais il faut une condition. C'est qu'ils nous laissent faire une méritocratie, qu'ils ne soient pas dans les affaires, qu'ils ne soient pas catapultés dans des postes de direction uniquement parce que c'est le fils ou la fille d'eux. Et ça, c'est le secret de L'Oréal. Une famille, depuis 120 ans, qui est absolument au cœur de nos affaires, mais qui ne se mêle pas de nos affaires tous les jours. La famille L'Oréal, Jean-Claude, c'est aussi intégrer des personnes via l'apprentissage. J'en parlais avec Carole Grandjean, ça te tient à cœur. C'est combien d'apprentis ? En France, c'est 1000 et c'est 5000 dans le monde. Mais c'est 1000 en France et c'est intéressant surtout de pouvoir les recruter après. Mais tu sais, en fait, l'idée, ce qu'on essaye de faire nous, c'est de donner de leçons à personne, mais donner des exemples. Donc si une boîte comme la nôtre peut prendre 1000 apprentis, je vous dis tout de suite, il y en a plein qui peuvent prendre des apprentis. Alors est-ce que le fait de réduire les avantages nous a fait réduire les apprentis ? La réponse, c'est non. Pourquoi ? Encore, c'est une question éthique. Donc on va le voir. Si une boîte comme la nôtre ne donne pas sa chance à des jeunes, là par exemple, je suis en train de travailler comme un fou. J'étais avec les plus grandes écoles de management et d'ingénieurs françaises. Je viens de voir coup sur coup. Là aussi, pourquoi les autres ne font pas ça ? On fait ce qu'on appelle des top-to-top meetings. En même titre que nous, on était à Davos avec le patron d'Amazon. Quand je suis ici ou quand je suis au Canada, je rencontre le dean de McGill ou le patron de l'ESSEC ou le patron de Centrale. On discute avec eux. Et en fait, on se rend compte que les autres boîtes, elles ne font jamais ça. Donc nous, on investit dans les campus et on leur demande des choses en retour. Et en fait, ils ont une énorme inquiétude pour la rentrée 26, puisqu'ils voient bien qu'ils ont de moins en moins d'offres et que ce qui, là aussi, est en train de se mettre dans la tête de tout le monde, c'est que l'intelligence artificielle, dans les grands cabinets de conseil, en stratégie,
va être Il y aura remplacé plus par de des stagiaires, prompts. c'est Ouais, ça bon, bah, tu prends plus d'apprentis, tu prends plus de stagiaires, tu prends plus personne, c'est génial. Bon, donc du coup, nous, on est en train de travailler avec eux pour montrer ce que va être un job de junior, par exemple. Moi, je considère que c'est ma responsabilité, en tant que grande entreprise française, de travailler avec eux pour dire comment on va... Qu'est-ce que ça va vouloir dire être un junior demain? Et avec de l'intelligence artificielle, pas à la place ou remplacer. Avec son compagnon ou sa compagne, On exactement. va voir les deux. Jean-Claude. On va se lancer à l'université Jean-Claude avec les Legrand, compagnons. notre invité exceptionnel. Jean-Claude, Il y a rien on d'exceptionnel. va... Il reste 13 secondes, c'est pas longtemps. Hein. Non, monsieur, on peut déborder. Je regarde Manuel. On peut saluer Manuel Berman là-bas avec Thomas Duc. Vous pouvez l'applaudir. Ils ont construit toutes les conférences. Eh oui, en plus, ils sont même venus me chercher. Tiens. Tu vois. Jean-Claude, c'est la flamme, c'est le feu sacré. Qu'est-ce qui fait et qu'est-ce que tu as envie de dire à nos amis pour garder cette flamme, cette niaque, alors que c'est vrai que l'environnement est un peu anxiogène, quoi. Mais moi, je dis une chose. J'adore parler avec des gens de ressources humaines. Tous les gens qui font des ressources humaines, c'est une chance extraordinaire. Ne la gâchez pas. Aidez vraiment les gens. Faites votre boulot. Ne restez pas dans votre bureau. Ne restez pas à faire des réunions à la con. Ne faites pas de l'administration des ressources humaines. Ayez le courage d'aller au contact. Hein, parce que moi, ce que je vois très souvent, même dans mes équipes, L'Oréal, c'est 2000 personnes qui font des ressources humaines. Le nombre de fois où je suis obligé de les pousser à ne pas faire des réunions avec l'écran ouvert pour faire des mails en parallèle. Tout le monde dit « Non, non, je suis en train de suivre avec des slides. » Je dis « Tu te fous de ma gueule, je viens d'aller boire un café. Je suis passé dans ton dos, tu étais en train de faire des mails. » D'accord ? Donc, ces espèces de réunions insupportables. Alors, les jeunes disent plus insupportables, hein, ils disent insup. Donc, ces réunions, c'est pour ceux qui ont des ados. Donc, ces trucs insup où les gens... Avec la gênance, hein, donc on est Oui, d'accord. oui, oui, oui. Je m'adapte. Donc, du coup... Enfin, tu décides de t'adapter ou de crever, hein, de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc, si tu veux, sans faire le jeune non plus. Donc tu es en vous train de avez, dire, non, mais faites vous avez votre une chance. métier, quoi. Faites juste votre métier, les amis. Allez-y. Tu sais, c'est amusant. La dernière fois, je discutais. Donc là, vous avez vu ce truc sur LinkedIn. Franchement, c'est pas du tout quelque chose que je cherche. Donc ça m'amuse. Non, mais ça m'amuse que les mecs. Hein. Non, mais on s'en fout. Les mecs viennent me voir. Parce qu'il y a des gens qui briefent des consultants pour savoir comment faire. Je dis, mais je sais même pas le poste. Là, je pourrais me tourner avec vous, faire Top une photo. des DRH les plus engageants, Mais monsieur non, mais Legrand. d'accord, mais parce que justement, soyez vous-même, perdez pas de temps, soyez le plus sincère, soyez direct. 100 fois, les mecs sont venus me voir en disant j'allais me faire virer, juste parce que je viens de dire ça, par exemple. Mais pas du tout. Au contraire, allez-y. Alors que la plupart des gens de ressources humaines sont gênés, au frein à main, en disant « Oh là là, si je dis ça, si je fais ça ». C'est comme ça que vous n'en sortez pas, les amis. Donc moi, pourquoi je Rien reste... s'interdire, rien Et s'interdire. non! La limite, c'est vous! Et je peux vous dire qu'elle est forte, hein, parce que j'en connais beaucoup qui disent « Ah non, en tant que RH, si je fais ça... » Mais moi, je n'ai jamais réagi comme ça. Je ne suis pas du tout un RH, je suis un dirigeant d'entreprise. J'ai toute ma vie, venant des classes moyennes, voulu avoir des responsabilités. Je les exerce. Alors j'ai la chance, alors c'est ce que je te redis, la boîte marche bien, mais elle marche bien par tout ce qu'on fait. Tu vois, par exemple, là, une des choses qu'on a faites, on a fait 7 mouvements dans notre comité exécutif. Bon, bah, je te dis pas, il a fallu bosser, mon patron a énormément travaillé, Nicolas Hieronymus, et donc on a travaillé pour faire ça. Donc 7 mouvements. Et parce qu'on montre que justement, c'est pas figé, tu n'es pas ex-co-member à vie, tu vas pas être sur ton petit monopole, tu vas te faire remettre, tu vas te faire challenger, tu vas faire comme tout le monde. C'est ça. Bon, ben ça, si vous faites ça, je vous dis tout de suite, vous n'allez pas voir le temps passer. Hein. La beauté va nous sauver. Ça. Et regarde, ça y est, hein. La beauté va nous Non, sauver. elle ne peut pas nous sauver, elle peut changer le monde. En mieux, bien sûr, parce que chacun d'entre vous ce matin, j'espère, a passé du temps avec des produits L'Oréal. Hein. On en a vendu 7 milliards l'année dernière. Donc j'espère que vous utilisez... Formidable commercial en plus. Non, mais j'espère que LCF vous a fait du bien. Même du DOP, hein, je ne suis pas contre DOP. Vous êtes maquillé avec un produit Lancôme, que Saint-Laurent est une marque qui vous... J'espère que tout le monde a utilisé le nouveau paradoxe de Prada. Non, c'est amusant parce que, en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est... Il est unique. Comment... Non, mais comment c'est des gens qui font ça? Tu vois, là, par exemple, on vient de racheter Kering Beauty. C'est pas le résultat des équipes. Hein, quand on a montré aux dirigeants... je prends juste cet exemple qui est Prada, par exemple, qui est une marque qu'on a récupérée dans un groupe concurrent il y a 6 ans. Ça faisait 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça en fait 750. C'est par des innovations, par de la technologie, par du marketing, qui pour nous n'est pas une insulte, et par des lancements réussis de produits avec des gens derrière qui font ça et qui sont des gens très forts. Nous, il nous faut des gens forts absolument partout. Ce n'est pas un qui entraîne les autres, c'est tout le monde ensemble. Bon, après, ça, je pourrais t'expliquer comment faire. Ben, on va pouvoir en parler. Parce que dans les boîtes, la plupart des temps, ils voient un fort, tout le monde écoute. Jean-Claude, on aura comme invité d'honneur pour clore les 2 journées d'HR Technologies
Yannick Noah. Ouais, qui est un mec super. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Et je me ferai ton porte-parole demain soir. Alors, il se trouve que je l'ai vu plusieurs fois pour plein de raisons différentes. Tu lui poserais une question parce que pour moi, parmi les qualités de Yannick, il est extrêmement humble. Et un jour, il m'a dit, écoute, même au top de ma forme, à la finale de 1983, donc là c'est pour les boomers encore, quand malheureusement on n'a pas regagné depuis, contre Mats Wilander, et il me dit, aujourd'hui, ce jour-là au top de ma forme, je joue une des sœurs Williams, elle me met 6-0, 6-0. Parce que c'est un moment où aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez le tennis, où les gens sont en train de faire des matchs entre des hommes et des femmes. Je pense que c'est là aussi complètement déséquilibré. C'est hyper intéressant que lui, qui ait cette image en plus d'un homme hyper fort, dise, tiens, je me serais fait plier ce jour-là par des femmes. Une des deux d'ailleurs, il me dit, tu prends n'importe laquelle de Sir Williams, elle me mettait 6-0, 6-0 le jour où je suis entré sur la finale. Donc voilà, pose-lui la question de savoir s'il se rappelle de ça. Mais bon, le tennis, c'est important parce que là, et puis je vais conclure là-dessus, c'est un de mes sujets favoris. Le paddle. Le paddle. Le paddle. Faites comme moi. Combattez de toutes vos forces. Pourquoi? Regardez, je vous explique. Pour ceux qui ont déjà joué au tennis, donc le tennis, c'est un apprentissage compliqué. Et la barrière à l'entrée du tennis, c'est apprendre à servir. Hein, donc là, aucun problème. On sert à la cuillère. On joue à 4, on se met dans une petite cage en verre, on fait semblant de transpirer, gratification immédiate. On fait Et le rien. paddle. Ça, c'est le paddle. Donc, tu es dans une raquette, tu n'as aucun coup, tac, bam, boum. Tu fais 45 minutes et de ça. Donc là, déjà, tu abaisses tout là. Niveau d'exigence, zin. Et de l'autre côté, les amis, maximisation des profits. Puisque sur 3 cours de deux cours de tennis, sur 2 cours de tennis, tu mets 3 cours de paddle, tu fais payer 45 minutes, au lieu de prendre du pognon à 2, tu en prends à 4, et tu les fous n'importe où, on pourra en mettre 3 ici. Et donc c'est génial, c'est-à-dire qu'on baisse l'exigence, on augmente le revenu. Welcome. Bon, moi je dis non les gars. Hein, donc le paddle, pas chez nous. Jean-Claude Legrand, Nous, on n'est pas des joueurs de paddle, on continue à jouer au tennis. il est monté au filet. Jean-Claude Legrand, pour allumer le feu et la flamme de la fonction RH. Merci à toi, cher Jean-Claude. Je vous demande de l'applaudir. Jean-Claude Legrand, notre invité exceptionnel pour ouvrir cette 4e édition de HR Technologies. Merci Jean-Claude d'avoir été avec nous, c'était un plaisir.